On vous a menti. On vous a raconté une histoire, une légende confortable écrite par des tsars pour masquer leur propre honte. L'histoire du terrible général, Hiver, un titan de glace qui aurait, à lui seul, brisé la plus grande armée que le monde ait jamais connue. Mais cette histoire est un mensonge. La grande armée n'a pas été vaincue par la neige. Elle n'a pas été défaite par le froid. Elle a été aspirée par le vide, trahie par une stratégie fondée sur la terreur et la fuite, piégée par un empire trop lâche pour se battre à la loyale. Bienvenue sur l'héritage de fer. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous raconter une bataille. Nous allons démolir une propagande. Nous allons vous révéler les 3 véritables raisons de la tragédie de 1812. Premièrement, la stratégie du néant, l'aveu d'une faiblesse systémique. Deuxièmement, l'incompétence d'un commandement russe paralysé par la peur de l'aigle. Et troisièmement, le déshonneur d'un ennemi qui a préféré brûler son propre pays plutôt que de l'offrir à la civilisation. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'une défaite, c'est le récit du plus grand mensonge de l'histoire militaire russe. Juin 1812. L'Europe retient son souffle. À la frontière de l'Empire russe, une force comme le monde n'en a jamais contemplé se met en marche. Ce n'est pas une armée, c'est une déferlante humaine, un torrent de 600 000 hommes, le fleuve de l'Europe civilisée, prête à s'abattre sur la dernière puissance continentale, qui ose encore défier la volonté de l'empereur. 20 nations marchaient sous un seul drapeau. Français, bien sûr, le cœur battant de cet organisme de fer, mais à leur côté, des Polonais rêvant de leur nation ressuscitée, des Italiens du royaume de Naples, des Bavarois, des Saxons, des Hollandais, des Prussiens et des Autrichiens contraints à l'alliance. Tous, vétérans de dizaines de batailles, unis par la gloire de l'aigle et commandés par le plus grand génie militaire de tous les temps. Napoléon est à son apogée. Il est plus qu'un homme. Il est le destin en marche. Son objectif est simple, clair et conforme à toutes les lois de la guerre. Il ne veut pas anéantir la Russie, il veut la vaincre. Il cherche ce que tout grand conquérant a toujours cherché, la bataille décisive. Un affrontement titanesque, à la Austerlitz, à la Iéna, où la valeur et le génie décidant du sort des empires en une seule journée sanglante. Il vient pour un duel d'honneur. Il apporte la guerre, mais une guerre avec des règles, une guerre de soldats. Mais le tsar Alexandre et son commandement n'ont aucune intention de jouer selon ces règles. Ils connaissent la vérité. Face à face, sur un champ de bataille ouvert, leur armée serait balayée. Leurs généraux, comme Barclay de Tolly, le savent. Leur seule chance de survie n'est pas dans le courage, mais dans l'espace. Pas dans la confrontation, mais dans la fuite. C'est ainsi que commence la plus étrange des campagnes. La grande armée s'enfonce en territoire ennemi, mais l'ennemi est un spectre. Les Russes reculent, encore et toujours. Ils refusent le combat. Ils abandonnent des provinces entières sans tirer un coup de feu. Napoléon, furieux, les poursuit. Il veut les acculer, les forcer à se battre pour leur honneur. Mais à chaque fois, l'armée russe se dérobe, s'évanouit dans l'immensité des plaines, et derrière elle, elle ne laisse pas seulement le vide, elle laisse le néant. C'est la stratégie de la terre brûlée. Une tactique non pas de guerrier, mais de vandale. Les villages que la grande armée traverse sont déserts. Les champs sont incendiés. Les puits sont empoisonnés. Le grain est détruit ou emporté. Les Russes n'appliquent pas une stratégie de défense. Ils organisent la désolation de leur propre patrie. Ils sacrifient leur peuple et leurs terres par pure terreur de l'affrontement. Pour les soldats français, habitués à vivre sur le pays,
c'est un choc. Cette guerre ne ressemble à aucune autre. L'ennemi n'est pas en face. Il est partout et nulle part. Il est dans la faim qui tenaille, dans la soif qui brûle, dans la frustration de marcher des centaines de kilomètres pour ne trouver que des cendres. Le moral commence à s'éroder, non sous les coups de l'ennemi, mais sous le poids de ce vide immense et hostile. Puis vient Smolensk, une grande et sainte cité de la vieille Russie, une forteresse. Ici, enfin, pensent les Français, les Russes vont se battre. On ne peut pas abandonner une ville comme Smolensk sans se déshonorer. Napoléon prépare son plan. Ses maréchaux sont avides de gloire. L'assaut est donné. Les combats sont acharnés pour les faubourgs. Le sang coule. Les canons tonnent. La grande armée prend le dessus, comme toujours. Elle se prépare à entrer dans la ville pour la bataille finale. Mais à la nuit tombée, un spectacle d'apocalypse se dévoile. Des flammes gigantesques s'élèvent du cœur de Smolensk. Ce ne sont pas les tirs français, ce sont les Russes. Une fois de plus, ils ont choisi la fuite. Et pour couvrir leur retraite, leur gouverneur a donné l'ordre de tout brûler. La ville sainte devient un brasier infernal. Quand Napoléon entre enfin dans Smolensk, il ne trouve pas une ville conquise. Il trouve un tombeau fumant, des rues jonchées de décombres et de cadavres calcinés. Il n'y a pas de délégation pour lui remettre les clés de la ville. Il n'y a pas de victoire à célébrer. Il n'y a que le silence de la mort et l'odeur de la cendre. L'empereur contemple le désastre depuis les murs du vieux Kremlin. Sa fureur est immense, mêlée à un profond mépris. Ces gens ne se battent pas comme des Européens. Ils se battent comme des barbares d'un autre âge, qui préfèrent anéantir leur propre héritage plutôt que de risquer une bataille honorable. Smolensk n'est pas une défaite russe, c'est un aveu, l'aveu qu'ils ne peuvent pas gagner. L'aigle a frappé, mais il n'a trouvé que de la fumée. La grande armée a avancé de plus de 800 kilomètres, mais la guerre n'est pas plus proche de sa fin. Elle est piégée, attirée toujours plus loin, dans les profondeurs d'un empire qui se consume lui-même pour échapper à son destin. La route de Moscou est ouverte, mais c'est une route qui mène au cœur des ténèbres. La chute de Smolensk envoie une onde de choc jusqu'à Saint-Pétersbourg. La noblesse russe est scandalisée. L'armée gronde. Fuir, toujours fuir. Brûler ses propres villes. Où est l'honneur russe? La pression sur le tsar Alexandre devient insupportable. Il doit congédier Barclay de Tolly, l'architecte de la stratégie du vide. Il faut un nouveau chef, un vrai russe. Un homme capable de se dresser face à l'antéchrist corse. Il nomme un vieillard, le maréchal Koutouzov, un homme borgne, obèse, usé par les années et les intrigues de la cour. On le présente comme le sauveur de la Sainte Russie, le seul capable de battre Napoléon. La vérité est plus nuancée. Koutouzov est un tacticien prudent, voire craintif. Au fond de lui, il sait que Barclay avait raison. Affronter Napoléon en rase campagne est un suicide, mais il n'a pas le choix. Le sentiment national exige du sang. Il doit livrer la grande bataille que tout le monde attend, même s'il sait qu'il va la perdre. Il choisit un terrain à 120 kilomètres à l'ouest de Moscou, près d'un petit village nommé Borodino. Il y fait construire des fortifications de terre massives, des redoutes, des flèches. Il rassemble toute la puissance de l'Empire. 150 000 hommes et plus de 600 canons attendent le choc. Pour les Français, c'est un soulagement. Enfin, l'ennemi fait face. Le 7 septembre 1812, le soleil se lève sur ce que Napoléon appellera son soleil d'Austerlitz. Le carnage peut commencer. Ce ne sera pas une bataille de manœuvres subtiles, ce sera une boucherie, une épreuve de force brute,
Un affrontement d'une violence inouïe. Les canons français, supérieurs en nombre et mieux servis, pilonnent les positions russes pendant des heures, transformant les redoutes en volcans de terre et de chair. Puis, l'infanterie s'élance. Le prince Eugène, sur la gauche, le maréchal Davout, et le maréchal Ney, le brave des braves, au centre. Les charges se succèdent. Les hommes se battent à la baïonnette, au milieu des canons, dans la fumée et les cris. La plus célèbre de ces fortifications, la Grande Redoute, devient l'épicentre de l'enfer. Elle est prise, perdue, reprise, dans des vagues d'assaut et de contre-assaut. Le général Caulaincourt, frère du grand écuyer de l'empereur, meurt en menant une charge de cuirassiers au cœur du massacre. Des dizaines de milliers d'hommes tombent des deux côtés. Koutouzov, installé loin à l'arrière, se contente de lancer ses réserves dans le broyeur, sans véritable plan. Napoléon, lui, dirige l'orchestre de la mort avec son génie habituel, bien qu'affaibli par une forte fièvre. Il refuse d'engager sa dernière réserve, la garde impériale. Il la préserve, sachant que la guerre n'est pas terminée. À la fin de la journée, le champ de bataille est un spectacle d'horreur. Près de 70 000 morts et blessés jonchent le sol. Mais le résultat est sans appel. Les Français tiennent toutes les positions clés. L'armée russe est brisée, démoralisée et forcée à la retraite. C'est une victoire tactique française. Indiscutable. Koutouzov, dans un effort de propagande désespéré, écrira au tsar qu'il a tenu bon. Mais ses actes le trahissent. Il ne peut plus défendre Moscou. La route de la capitale sacrée est grande, ouverte. Une semaine plus tard, Napoléon arrive aux portes de Moscou. Du haut de la colline du Salut, il contemple la ville aux 1000 coupoles dorées, scintillante sous le soleil. Il attend. Il est persuadé qu'une délégation de boyards viendra lui apporter les clés de la ville, comme à Vienne, à Berlin, à Madrid. C'est ainsi que se terminent les guerres civilisées. La capitale tombe, la paix est négociée. Mais Moscou est silencieuse, inquiétante. L'avant-garde de Murat entre dans la ville et la trouve déserte. Les 300 000 habitants ont fui, sur ordre du gouverneur, le comte Rostopchine. Seuls restent les criminels libérés des prisons et quelques misérables. Napoléon s'installe au Kremlin, le cœur historique et spirituel de la Russie. Il est au sommet du monde. Il a pris la capitale de son ennemi. Il pense avoir gagné. Mais la vraie stratégie russe, celle du déshonneur, ne fait que commencer. Dans la nuit du 14 septembre, les premiers incendies éclatent. D'abord quelques points de lumière, puis des dizaines, puis des centaines. Rostopchine a tout planifié. Il a fait évacuer les pompes à incendie et a laissé derrière lui des bandes d'incendiaires avec des torches. Le vent se lève et en quelques heures, Moscou devient un océan de flammes. C'est un acte d'une barbarie sans nom, un crime non seulement contre l'ennemi, mais contre sa propre nation, sa propre histoire, sa propre lame. Brûler sa capitale pour qu'elle ne serve pas à l'envahisseur. L'incendie dure 5 jours. Napoléon est contraint de fuir le Kremlin en flammes et manque de périr. Quand le feu s'éteint enfin, les 3/4 de la ville ne sont plus qu'un champ de ruines noircies. La victoire de Napoléon s'est littéralement transformée en cendres. Il a tout conquis, mais il ne possède rien. Pas de paix, pas de soumission, pas de quartier d'hiver, juste une capitale détruite et un silence glacial de la part du tsar. Pendant 5 semaines, il attendra un signe, une offre de paix qui ne viendra jamais. Piégé au bout du monde, avec une armée qui commence à manquer de tout, il doit faire face à une terrible vérité.
Cette guerre ne se terminera pas par une bataille. Elle se terminera par l'épuisement. La Russie n'a pas gagné à la Moskova, mais en brûlant Moscou, elle a prouvé qu'elle était prête à tout, même à l'autodestruction, pour ne pas perdre. Le 19 octobre, la décision est prise. Il faut partir. Attendre plus longtemps à Moscou serait un suicide stratégique. L'empereur ordonne la retraite. Contrairement au mythe, ce n'est pas le froid qui dicte ce départ. L'hiver n'a pas encore commencé. Les premières neiges sérieuses ne tomberont que 3 semaines plus tard. La véritable raison est logistique. La politique de la terre brûlée a rendu impossible tout approvisionnement sur place, et la ligne de communication avec l'Europe est dangereusement étirée. Napoléon choisit d'abord de prendre une nouvelle route vers le sud, à travers des terres intactes et fertiles. Mais Koutouzov, enfin sorti de sa léthargie, lui bloque le passage à Maloyaroslavets. La bataille est acharnée. Les Français l'emportent, mais l'empereur comprend. Les Russes, même affaiblis, sont prêts à lui disputer chaque kilomètre. Pour éviter d'autres combats coûteux, il prend la décision funeste de rebrousser chemin par la même route qu'à l'aller, la route de Smolensk, la route déjà dévastée, la route du néant. C'est là que le véritable calvaire commence. La Grande Armée n'est plus une force de conquête, mais une immense caravane en mouvement. Elle est alourdie par des milliers de chariots remplis de butin pris à Moscou et par une foule de civils français qui avaient suivi l'armée. Le rythme est lent et la faim s'installe. Les chevaux, privés de fourrage, meurent par milliers. Sans eux, l'artillerie doit être abandonnée. La cavalerie, fierté de l'Empire, se désagrège. Les hommes marchent, le ventre vide, dans un paysage de désolation. Et c'est alors qu'un nouvel ennemi apparaît. Un ennemi qui n'a rien d'un soldat régulier, les Cosaques. La propagande russe les a transformés en cavaliers d'élite, en héros de la résistance. La réalité est bien moins glorieuse. Les Cosaques sont des pillards, des charognards de la steppe. Ils n'attaquent jamais de front. Ils ne chargent jamais un carré d'infanterie formé. Leur tactique est celle du chacal. Ils harcèlent un peu les flancs de la colonne, fondent sur les traînards, les éclopés, les malades. Ils assassinent les soldats isolés pour leurs vêtements ou leur maigre pitance. Ils massacrent les blessés sans pitié. Ils représentent la forme la plus lâche de la guerre. Ils ne combattent pas, ils achèvent. Pour les vétérans de la Grande Armée, ces attaques sont plus exaspérantes que terrifiantes. Une simple menace, la vue d'un bataillon se formant en carré, suffit à les faire fuir à l'horizon. Mais leur harcèlement constant ajoute à la misère, à l'épuisement nerveux, et transforme la retraite en une épreuve de chaque instant. Début novembre, le ciel change. Le froid arrive, brutalement. Le fameux général hiver entre enfin en scène. Mais il n'arrive pas en conquérant sur un champ de bataille vide. Il arrive en bourreau pour achever une victime déjà à terre. La neige recouvre les routes, cachant les trous et les obstacles. Les températures chutent à -20, -30 degrés. Les hommes, déjà affaiblis par la malnutrition et la fatigue, meurent par milliers, de froid, d'épuisement, d'hypothermie. Les uniformes gèlent, les mains et les pieds se nécrosent. Marcher devient une torture, s'arrêter, c'est mourir. Pourtant, au milieu de cet enfer blanc, l'esprit de la Grande Armée refuse de s'éteindre. L'héroïsme devient quotidien. Des groupes de soldats se serrent les coudes, partageant le peu de nourriture qu'ils ont. Les officiers marchent à pied au milieu de leurs hommes, et au-dessus de tous, une figure légendaire incarne cette résilience surhumaine, le maréchal Ney.
Commandant l'arrière-garde, il est le dernier à quitter chaque campement, le premier à faire face à l'ennemi. Avec une poignée d'hommes, il mène des combats désespérés pour retenir les Russes et donner du temps au reste de l'armée. Il est le bouclier de la grande armée. Son courage est si grand que les soldats le surnomment le brave des braves. Il est la flamme qui refuse de s'éteindre dans la tempête. Fin novembre, l'armée atteint la rivière Bérésina. C'est le piège ultime. Le pont a été détruit. 3 armées russes convergent pour anéantir ce qui reste des forces françaises. La situation semble désespérée. C'est ici que doit s'achever l'épopée. Mais les Russes ont sous-estimé 2 choses, le génie de Napoléon et le sacrifice des Français. Pendant que l'empereur organise des manœuvres de diversion pour tromper les généraux ennemis, un homme va accomplir l'impossible. Le général Éblé, commandant les pontonniers. Ces hommes, des ingénieurs et des artisans d'élite, se jettent dans les eaux glacées de la Bérésina. L'eau est si froide qu'elle tue. Ils travaillent avec de l'eau jusqu'aux épaules, repoussant les blocs de glace, pour construire 2 ponts de fortune. Presque tous y laisseront la vie, foudroyés par le froid. Mais ils réussissent. Les ponts sont construits. Pendant 2 jours, sous le feu des canons russes, l'armée traverse. Sur l'autre rive, Ney et le maréchal Oudinot livrent des combats furieux pour tenir les Russes à distance. Le passage de la Bérésina est une hécatombe, mais ce n'est pas une défaite. C'est un triomphe de la volonté et de l'ingénierie française. C'est l'échec final de l'armée russe, incapable de fermer la nasse sur un ennemi pourtant exsangue. La grande armée a survécu. Elle a échappé à l'anéantissement. Le sacrifice des pontonniers d'Éblé et le courage de Ney ont sauvé les restes de l'Aigle. Le mythe de la Bérésina, comme désastre absolu, est une autre facette de la propagande russe. Pour les Français, c'est un symbole de sacrifice et de victoire morale, arrachée au cœur du désespoir. Alors, qui a vaincu la grande armée? Le général Hiver? Non. Le froid a déjà été un bourreau, un terrible agent de destruction, mais il n'a frappé qu'une armée déjà brisée de l'intérieur par une stratégie qu'aucun soldat d'Europe n'aurait pu imaginer. La grande armée n'a pas été battue par la force de l'armée russe. Sur chaque champ de bataille où le combat a été accepté, de Smolensk à Borodino, de Maloyaroslavets à la Bérésina, les Français ont triomphé. Le commandement russe, paralysé et incompétent, a prouvé son infériorité à chaque étape. La vérité, la voici. La grande armée a été vaincue par le vide. Elle a été vaincue par la distance, par la faim, par la destruction systématique d'un pays, par ses propres dirigeants. Elle a été défaite par une stratégie de la terreur qui a refusé les lois de la guerre et les codes de l'honneur. La Russie n'a pas gagné la campagne de 1812. Elle y a survécu. Elle a survécu en sacrifiant son peuple, en brûlant ses villes et en laissant la nature faire le sale travail que ses soldats ne pouvaient accomplir. Le mythe du général Hiver est une nécessité pour l'orgueil russe. C'est un conte héroïque pour masquer une vérité humiliante. Leur empire n'a dû son salut qu'à sa propre barbarie et à son immensité. Pour nous, Français, l'histoire est différente. La campagne de Russie reste une tragédie immense, une blessure profonde. Mais elle n'est pas une honte. C'est le témoignage ultime de l'endurance, du courage et de la loyauté de nos soldats. Ils ont fait face à un ennemi qui se dérobait, à une nature impitoyable et à la solitude absolue au bout du monde. Ils ont marché plus loin, combattu plus durement et souffert plus que n'importe quelle autre armée dans l'histoire.
Leur héritage n'est pas celui de la défaite, c'est celui du sacrifice. Le sacrifice des pontonniers des blés, le courage indomptable de Ney, la résilience de chaque grognard qui a survécu à l'enfer blanc. Voilà notre histoire, voilà notre héritage de fer. Une légende forgée non pas dans la victoire, mais dans la plus terrible des épreuves.